Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le Grand Forum, votre émission de référence de ce mardi. Nous sommes aujourd'hui le 19 octobre. Au programme de cette émission, le carburant qui bat des records historiques. Faut-il baisser la TVA pour rendre ainsi le carburant comme un produit de première nécessité? Voilà une des pistes envisagées. Le gouvernement, lui, préfère les chèques carburant. Ça va être un casse-tête en perspective. Que faut-il faire? Quoi qu'il en soit, le prix du gasoil, du carburant devient de plus en plus cher. À qui la faute et quelles sont les solutions? Le pass sanitaire qui va être discuté d'ailleurs à partir d'aujourd'hui, est-il encore légitime selon vous? Alors que le gouvernement essaye d'entamer des travaux et des discussions autour de sa prolongation jusque l'été prochain en cas de nécessité. On en reparlera évidemment avec vous. Et puis notre invité dans un instant, Elsa Lefort, après la décision du ministère israélien de l'Intérieur qui a annoncé ce lundi 17 octobre la révocation du statut résident permanent de l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri. On continue de s'acharner sur ce monsieur, évidemment. On en reparlera avec Elsa Lefort, son épouse est militante, dans quelques instants avec nous sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus, le LGF. C'est parti. Le Grand Forum, Christophe Rowe, sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Avec aujourd'hui, pour m'accompagner, monsieur Ismaël Boudjekada. Il est du côté du Doubs, conseiller municipal. Il travaille aussi au Parlement européen. Comment ça va, mon Ismaël? Ça va très bien, et toi? Impeccable. Est-ce que dans le Doubs, il fait doux aujourd'hui? Oh, fastoche. Tu vas me la faire à chaque fois. Ouais, hein, je mais sais, effectivement, il fait très très beau. Ouais, il fait très beau, hein. Ça fait du bien. Ah, ça fait du bien par où ça passe, comme on dit. Bon, alors Ismaël, de quoi discuter avec les auditrices et auditeurs qui vont pouvoir, et comme d'habitude, nous appeler, prendre part à la discussion de nos sujets qui vont nous occuper au 01 40 33 9000. Dans un instant, le quiz. Alors justement, amis auditrices, auditeurs, vous savez que depuis la semaine dernière, on propose aux auditrices et auditeurs de pouvoir participer et d'essayer de battre nos chroniqueurs. Aujourd'hui, il va s'agir de battre Ismaël Boudjekada. Si toutefois vous en sentez capable et que vous avez envie de jouer avec nous pour se détendre d'abord, apprendre aussi, eh bien c'est au 01 40 33 9000 qu'il faut appeler maintenant. Le temps de la pub, on est de retour très vite avec le quiz. Ismaël Boudjekada face à qui ou face à lui-même? Réponse dans un instant. Le Grand Forum, émission de référence. Merci d'être avec nous en ce mardi. Nous sommes aujourd'hui le 19 octobre. Vous êtes les bienvenus. Si vous voulez jouer avec nous au quiz, c'est maintenant avec Ismaël Boudjekada, notre chroniqueur. Venir l'affronter, vous le pouvez évidemment. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. N'hésitez pas, on parlera dans quelques instants. Je vous redonne évidemment les thèmes que nous allons aborder, notamment la TVA. Faut-il la baisser pour en tout cas les carburants? C'est l'idée qui surgit chez quelques spécialistes, économistes, mais pas franchement chez le gouvernement, il faut le dire, qui lui préférerait les chèques carburants. Autre sujet également qui va nous occuper, le pass sanitaire. On en a beaucoup parlé et on en reparle parce qu'il est en discussion aujourd'hui en vue d'une prolongation de ce pass sanitaire. Et moi, la question que je pose aujourd'hui, que je vous pose, est-il encore légitime? Et puis on parlera avec Elsa Lefort, qui est l'épouse et la militante, l'épouse de Salah Hamouri, cet avocat franco-israélien qui s'est vu notifier par le ministère de l'Intérieur israélien hier, le 18 octobre, la révocation du statut résident permanent. Donc on en reparlera avec Elsa Lefort. C'est un véritable acharnement en ce qui le concerne, qu'il subit depuis maintenant quelques années. Alors, mon cher ami Ismaël, je crois qu'on a quelqu'un qui souhaite t'affronter. Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Jamel. Salut mon Jamel. Comment ça va, mon Jamel? Je ne à personne. Je vais venir. Écoute, ça va tranquillou, hein, maison aujourd'hui exceptionnellement. Avec c'est très bien. Alors, Ismaël, je te présente ton adversaire. Il s'appelle Jamel. Voilà. Salut, enchanté. Voilà. C'était pas très dur de me battre. Hein. Ah, attends. On sait jamais. On sait jamais, exactement. Allez, les enfants, on y va. C'est parti pour le quiz donc de ce mardi 19 octobre sur France Maghreb 2. Hop, c'est parti. Jingle, les enfants. Le quiz. Attention, bonne chance à vous deux. Mon questionnaire est ici. La première question, la voici.
première diffusion de quelle émission sur la radio Europe 1? On est en 1959. Non, monsieur. Europe 1, 1959. C'était pas les grosses têtes. Aucun Ça de vous remonte deux. quand même, moi j'étais pas né. Ouais, hein. bah moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. Mais quand même, c'est une émission très très célèbre. Un petit indice peut-être. Musicale, alors écoutez plutôt. Écoutez. Ça vous dit toujours rien, les enfants? C'est pas Salut les là, non, copains? franchement, moi je sais. Comment, Ismaël? Salut les copains. Salut les copains est une Ah, bonne réponse. Ouais, Bravo. NCLC, salut les copains. Moi, c'est Ah générique, ouais, bah ouais. enfin, c'est la petite mimique et. Bravo Bien Ismaël. joué. Je cherche à présent, voici la deuxième question. Je cherche un ancien secrétaire d'État américain qui nous a quittés hier. Colin Powell. Colin Powell. John Kerry. Bonne... Ah oui, non, non, merde. Colin Powell, Avec sa Kerry, il est femme, encore petite vivant, le fiole. pauvre. qui est l'auteur du plus gros mensonge des États-Unis. Ah, la petite fiole, ceci est une arme de destruction massive. Ouais. C'est ça. Colin Powell, qui est décédé à l'âge de 84 ans du Covid-19. Hier. Voilà. Troisième question, un partout. Je cherche le fondateur d'un dictionnaire né en Algérie en 1910. Ah ouais, t'es parti loin. Ah ouais, je suis parti. L'auteur d'un dictionnaire. Ouais, Ça ouais. Il y en a qui sont dans le turfu, moi je suis dans le passé. hein. Est-ce que c'est le même nom que le dictionnaire? Oui. Ouais, le Robert. Le Pardon Robert, effectivement, est une bonne réponse de son prénom Paul. Il s'appelait comment? Parce qu'il avait plusieurs prénoms, lui. Hop. Alors, il s'appelait Alors Paul, là. il s'appelait Charles, Jules, Robert. Voilà. Le petit Il est né Robert. où en Algérie d'ailleurs? J'en sais rien. Il est né et il est sorti en 1964, le petit Robert. Pour l'info. 2-1. Ah, c'est bien Schleff. Je crois que c'est Schleff. Ah, c'est Schleff. Ah, bah écoute, je ne sais pas. Schleff, ou un truc comme ça. Ça nous fait 2-1 pour Ismaël pour l'instant. Quatrième question. Quel grand pays a dépassé la barre symbolique, La Russie. oh là là, du millier de malades du Covid-19 quotidien? Effectivement, la Russie qui vit des difficultés en ce moment assez impressionnantes face à l'épidémie de la Covid-19. La Russie est une bonne réponse, ça nous fait 2 partout. Ismaël, t'es toujours là, hein, on est d'accord. Ah. Ismaël? Ah, Ismaël, Ouais, il y a eu un petit problème. il y a eu un petit problème. C'est Poutine qui est passé par-ci et par-là, donc il a boycotté la question de la Russie. Ça nous fait 2 partout. Attention, le Kikadi. Ouais, non, je l'ai entendu, mais j'ai eu un petit bug de connexion. Très bien, ça devrait s'arranger. Voici le Kikadi. Qui a prononcé cette phrase? La voici. Je pense que la guerre civile est déjà là. Éric Zemmour. Éric Zemmour est une bonne réponse de mon cher ami Ismaël Boudjekada. Voici la preuve en son. Je pense que la guerre civile, mon cher, elle est déjà là. Quand on va dans le Bataclan et qu'on massacre plus de 100 personnes à la Kalachnikov, ça s'appelle la guerre civile. Quand on égorge un prêtre dans son église, ça s'appelle la guerre civile. Quand on égorge un professeur et que sa tête roule sur la chaussée, ça s'appelle une guerre civile. Frédéric Salabarou, l'ancien secrétaire général de l'Élysée sous le temps de Jacques Chirac, dit que c'est vous qui provoquez la guerre civile avec voyons. ses propos. Eh ben voyons. Mais ça, vous savez, c'est toutes les élites qui disent ça. Mais c'est facile. Vous savez, on a cité Bainville tout à l'heure. On a cité Non, Bainville. mais vous êtes en Attendez, quelque mais je vais répondre. Alors qu'Alain C'est une Duhamel manière de aussi vous répondre. répondre. On a cité Bainville tout à l'heure. Bainville disait déjà à l'époque, vous savez, en 1920, je fais très vite. En 1920, il écrit un livre, Alain le connaît, qui s'appelle Les conséquences politiques de la paix, dans lequel il annonce tout ce qui va passer dans les années 30, alors que Hitler est encore un peintre du dimanche, uniquement en se basant sur les limites et les insuffisances du traité de Versailles. On lui dit exactement la même chose. Vous êtes un oiseau de malheur, vous êtes un prophète de malheur. Et il dit, les républicains, puisque ont l'habitude de prendre celui qui annonce les catastrophes pour celui qui les provoque. Il aura eu raison, il aura été prophète de malheur,
J'espère simplement que je n'aurai pas le même succès, si j'ose dire. Et c'est pour ça, justement, que je m'élève et que j'appelle les Français, parce que je leur dis, faites attention, on y va, on y est déjà. Est-ce Donc arrêtons. Moi, je n'égorge personne, vous savez. Alain Duhamel. Je n'égorge personne pour répondre à M. Salabarou. Et c'est M. Salabarou, quand il était à l'Élysée, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait pour arrêter les flux migratoires. Il n'a rien fait pour essayer d'assimiler les gens qui venaient. Il n'a rien fait du tout, M. Salabarou. Il a écrit avec M. Chirac des grands discours à l'aune du multiculturalisme et de la repentance. C'est ça qu'il a fait, M. Salabarou. Alors, vraiment, c'est lui et les autres qui ont préparé la guerre civile que nous avons aujourd'hui. Voilà, alors qu'avez-vous à lui répondre? Je sais pas, si vous voulez lui répondre quelque chose à Zemmour qui pense que ça y est, la guerre civile est déjà installée dans notre pays, messieurs. Ah bah bravo, il l'alimente, tout simplement. Il l'alimente, ça s'appelle mettre de l'huile sur le feu. Qui viennent pas chez moi, hein. J'ai le petit qui est en train de répéter l'appel à la prière à 1 an. Ça risque de le choquer. Je trouvais ça assez marrant, là, pendant que j'écoutais ça, j'avais des hauts le cœur, mais le petit m'a relancé. Ouais. Ismaël, la guerre civile dans notre pays, elle est déjà là ou pas? Non, elle n'est pas déjà là, mais effectivement, beaucoup l'alimentent, comme ça vient d'être dit, et je pars du principe que Zemmour en fait partie. En tous les cas, il devrait se questionner un peu sur sa responsabilité. Ouais, très bien. Bon, je pense qu'on lui a taillé un short pour le coup, là. C'est bon, c'est fait. Allez, attention, on est à 3-2, là, pour le coup. 3-2 pour Ismaël. Ouais. Les comptes sont bons. 6e question. Je cherche une comédienne de théâtre, actrice, scénariste et réalisatrice, mais aussi chanteuse française. Elle est née dans les Hauts-de-Seine en 1964. Indice, Le goût des autres, ou encore Comme une image. Elle est dans quelle année, tu as dit? 1964. Voilà. C'est Agnès Jaoui, non? Oui, Agnès Jaoui est une très bonne réponse. Je la connais même pas. Ah bon? Comment ça, tu connais pas Agnès Jaoui? Je la connais absolument pas. Attention, tout va se jouer sur cette question, il y a une égalité parfaite. Pouvoir d'achat. Quel leader politique appelle les Français à la mobilisation devant Mélenchon les préfectures? Le maire. Non, devant les préfectures. Ah, devant les préfectures. Pour dénoncer notamment la hausse des taxes et compagnie. Alors pour indice, c'est à gauche que ça se passe. Mais qui? J'ai entendu Mélenchon, donc c'est pas lui. Non, c'est pas Roussel. Mélenchon. Fabien Roussel est une bonne réponse, on écoute. Je voudrais lancer un appel. Je profite d'être là avec vous aujourd'hui pour dire que nous ne pouvons pas attendre les élections d'avril et juin 2022 pour que ça bouge. Il faut que les gens, les Français, se mobilisent dès maintenant. J'appelle les Français, j'appelle la population à se mobiliser et à se présenter devant les préfectures à partir de la semaine prochaine. Il faut interpeller l'État massivement, il faut se mobiliser. J'entends qu'il y a les gilets jaunes qui veulent revenir sur les ronds-points. Comment ça, vous appelez à la Ils mobilisation? commencent à le faire. Eh bien, devant les préfectures, il y a quoi? moins de voitures, c'est Vous moins appelez à la dangereux. mobilisation pour demander quoi, J'appelle à la précisément? mobilisation et à être devant les préfectures pour demander aux préfets, aux sous-préfets, partout, qu'ils remontent auprès du gouvernement la colère des Français, leurs attentes à ce que les factures baissent et à ce que les salaires et les pensions augmentent. Je demande à ce qu'on Mais baisse... vous avez l'impression que le gouvernement est sourd aujourd'hui? Il y a des mesures à prendre tout de suite que l'on peut prendre dans le cadre des discussions que nous avons au Parlement, notamment sur le budget de la sécurité sociale. On peut ramener la CSG sur les retraites à 0 et tout de suite donner du pouvoir d'achat à nos retraités. On peut décider d'augmenter les salaires tout de suite et de donner un vrai coup de pouce au SMIC. Et on doit agir sur les factures de gaz et d'électricité. Il y a 30% de taxes que l'on peut baisser immédiatement sur ces factures de gaz et d'électricité. Les factures, elles sont plafonnées jusqu'au mois d'avril pour le gaz et l'électricité. Voilà, Fabien Roussel, bonne réponse de notre ami Ismaël Boujakada. Victoire d'Ismaël Montjamel, il t'a battu. Bien joué. Comme quoi, je l'ai dit dès le départ, on ne sait jamais. Bah, félicitations. Voilà, félicitations Ismaël. C'est gentil, c'était très serré. Voilà. Il m'a eu sur Cadet Roussel. Il t'a eu sur plein de questions, mais en tout cas c'était un match serré, sur le coup, très serré. Montjamel, n'hésite pas à retenter ta chance pour venir... t'inquiète pas pour ça. Ouais. J'imagine. Ça travaille pas beaucoup à Pôle emploi, dis donc.
Concrètement parlant, on a des jours autorisés. Et moi, c'est une fête que je fête pas, c'est le Maoulid aujourd'hui. Ah oui. Voilà, et moi je ne fête pas, mais d'un autre côté, bébé étant malade, j'en ai profité. Bon, très bien. Écoute, je sais pas si on dit bonne fête d'ailleurs, parce que certains disent que c'est pas une fête, donc je sais pas. J'ai toujours pas trouvé de preuve, donc je serais plutôt de ceux-là. Mais bon, ceux qui le fêtent, libre à eux, après tout. Merci beaucoup en tout cas, mon Jamel. Rien. Merci. Je reste fidèle à l'émission. J'espère bien, je compte sur toi. Salut à toi. Ouais, ciao. Bravo en tout cas Ismaël, donc le grand vainqueur du jour de ce quiz aujourd'hui face à Jamel. C'est parti maintenant pour notre invité sur France Maghreb 2. Le grand forum, Christophe Roux sur France Maghreb 2. Le grand forum. Et c'est quelqu'un qu'on connaît bien ici à France Maghreb 2, qui a l'habitude d'intervenir, surtout quand il y a une actualité qui concerne en particulier son mari. Elsa Lefort, bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour et bienvenue. Alors à chaque fois qu'on s'appelle Elsa, c'est pas forcément pour de bonnes nouvelles. Est-ce qu'on peut d'abord, les premières questions avant de dire ce pourquoi on est là aujourd'hui Elsa, est-ce qu'on peut dire que ton mari, Salah Hamouri, est vraiment victime d'un acharnement de la part d'Israël? Oui, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que acharnement, c'est sûr. Pourquoi ? Parce que effectivement, on a eu cette décision, cette annonce hier du ministère israélien de l'Intérieur qui a annoncé hier, le 18 octobre, la révocation du statut résident permanent de l'avocat franco-palestinien, donc de ton mari, Salah Hamouri. Comment a-t-il accueilli la nouvelle ? Avec calme, comme toujours. Je pense que quand on subit cette répression et cet acharnement depuis plus de 15 ans, on a intérêt à rester toujours calme. Donc voilà, ça c'est un principe chez lui. Voilà, il en a vu d'autres. Malheureusement, il a déjà été incarcéré. Il a vécu des choses très difficiles aussi. Voilà, pendant les interrogatoires. Donc voilà, c'est mais avec calme et détermination parce que c'est son droit le plus fondamental que de pouvoir vivre sur sa terre natale. Il est palestinien. Sa famille vit à Jérusalem depuis des générations et des générations. Ouais. Et c'est pas un gouvernement d'occupation d'un pays tout jeune qui va briser son sentiment d'appartenance à la Palestine et à Jérusalem en particulier. Qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement aujourd'hui, Elsa ? Alors, cette révocation de titre de résidence est motivée par une rupture de loyauté. Donc, en fait, on lui reproche de ne pas être loyal envers l'État d'Israël. Voilà, donc ce qui va quand même à l'encontre de pas mal de conventions internationales, puisqu'un peuple occupé n'a pas à être loyal à la puissance occupante. Et qu'au quotidien, il est clair et net que, ce serait de la folie d'être loyal à cette puissance quand vous vivez au quotidien la colonisation, l'occupation, la répression, l'incarcération. Voilà. Et donc il y a cette rupture de loyauté et la ministre a aussi dit qu'elle voulait qu'il serve d'exemple pour dissuader d'autres d'avoir une rupture de loyauté. En fait, ce qu'Israël appelle un manque de loyauté, c'est tout simplement un combat pour la reconnaissance de son peuple, de son pays qui s'appelle la Palestine. On est d'accord ? J'imagine, ouais. Dès qu'on dénonce l'occupation israélienne, j'imagine que c'est une rupture de loyauté. À mon avis, Alors, je le disais tout à l'heure, Elsa, il est franco-palestinien. La France, là-dedans, quel est son rôle ? Son rôle, en fait, cette procédure-là de destitution de sa carte de résident, elle a commencé il y a quasiment plus d'un an, on va dire. Depuis le début, la France, la diplomatie française, donc s'est positionnée en disant que, bien entendu, c'était, qu'il soutenait Salah Hamouri dans son droit à vivre chez lui sur sa terre natale à Jérusalem. Et ils soutiennent même
le fait qu'ils bénéficient de tous ces droits, donc également de pouvoir vivre là-bas en famille, donc avec femme et enfants. Voilà, mais bon, ça fait plus d'1 an que c'est ce qu'ils affirment. Et donc aussi bien publiquement, hein, si vous allez sur le site du ministère des Affaires étrangères, il y a plusieurs déclarations en ce sens. Mais en fait, au fil des mois, nous, on a de plus en plus de restrictions et qui sont imposées à mon époux. Donc, on ne voit pas du tout la traduction de leurs demandes en actes. Et en ce qui te concerne, toi, Elsa, tu peux toujours pas y aller là-bas ? Non, moi, je suis toujours interdite d'entrer sur le territoire israélien. Donc Elsa Lefort, épouse de Salah Hamouri, interdite d'entrer sur le territoire israélien. Ainsi va la plus grande démocratie du Moyen-Orient. Hein, vous avez entendu les enfants. Voilà. Ismaël, t'entends cette histoire et d'ailleurs Ismaël me disait tout à l'heure, tu vas nous le confirmer ou pas d'ailleurs Elsa, est-ce que Salah Hamouri est citoyen d'honneur de la ville de Gennevilliers ? Oui. Voilà, Ismaël, c'est bonnes informations. Alors Ismaël Boujakada qui est un chroniqueur qui est avec nous depuis le Doubs. Mon cher Ismaël, qu'est-ce que ça t'évoque cette affaire de Salah Hamouri ? Alors, on va retrouver Ismaël, visiblement qui a des petits problèmes de connexion. On parle donc de la rupture, de la révocation du statut de résident permanent. Ça veut dire que aujourd'hui, Salah Hamouri ne pourra continuer d'aller à Jérusalem, mais pas d'y rester en tout cas, et d'y exercer, c'est ça Elsa, si j'ai bien compris ? Non. En fait, Salah, il est palestinien, comme on l'a dit, mais comme tous les Palestiniens de Jérusalem, il n'a pas de passeport palestinien, ni israélien. Il a une carte de résidence, donc comme s'il était étranger en fait dans son propre pays, donc une carte de résident qu'il doit renouveler régulièrement, et il faut qu'il apporte de nombreuses pièces justificatives pour renouveler sa résidence. D'accord. Et si avec cette révocation, en fait, bon là il a 30 jours pour faire appel, mais si c'est confirmé, si la révocation est confirmée, c'est synonyme pur et simple d'exil, parce qu'en fait il pourrait pas non plus vivre en Cisjordanie, et il pourrait pas non plus, enfin ce serait un exil, il pourrait même pas y aller en visite, puisque Israël contrôle tous les accès à Jérusalem, donc le but étant de l'éloigner de la Palestine. Une fois qu'il est contraint à l'exil, ils ne vont pas l'autoriser à venir, même pour une visite familiale, quoi. Ismaël, on t'a retrouvé là, donc voilà, l'affaire Salah Hamouri, qu'est-ce que ça t'évoque, mon Ismaël ? Oui, non mais déjà, courage, hein, Elsa, et à ton mari également. Excuse-moi, je me permets le tutoiement. Cette histoire, elle est juste dingue. Tu me connais un petit peu, Christophe. Il n'y a pas de langue de bois avec moi. Moi, je commence à en avoir ras-le-bol de voir la France. Excuse-moi du terme, baisser son pantalon systématiquement face à Israël qui, disons-le clairement, est quand même dirigé par l'extrême droite. Donc l'extrême droite nationale, il faudrait la combattre, et l'extrême droite israélienne, et je dis pas ça parce que c'est Israël, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui on se fait tout de suite taxer d'antisémitisme dès qu'on a le malheur de dire les choses, de nommer les choses concernant la politique d'extrême droite d'Israël, qui nie un certain nombre de droits fondamentaux aux Palestiniens, qui est une puissance occupante, comme tu l'as dit, soi-disant la plus grande démocratie du Moyen-Orient. Il y a un moment donné, le cas Salah Hamouri, comme Elsa l'a rappelé, ça dure depuis 15 ans. Et pour moi, cette situation à elle seule, et c'est sans parler de tous les autres Palestiniens qui subissent des répressions identiques, devrait justifier une pression diplomatique et le rappel de l'ambassadeur. Aujourd'hui, on rappelle l'ambassadeur de pays amis ou qui le sont un petit peu moins aujourd'hui, pour un oui, pour un non, et pour ce genre de dossier, alors même qu'on est la patrie garante des droits de l'homme, on ferme sa bouche. Là, je pars du principe que c'est la réputation de la France qui est en jeu sur ce genre de dossier, et à part quelques petits articles qu'on nous pond systématiquement en demandant la libération de Salah Hamouri, etc.,
il y a rien de concret. Et je terminerai en disant, d'accord, il y a un petit peu d'espoir sur le fait que ça ne sera pas confirmé, ce retrait du statut de résident. Mais à un moment donné, on connaît les méthodes d'Israël. On voit très bien la manière dont sont gérés les procès, notamment de soldats quand ils commettent des exactions qu'on finit systématiquement par blanchir ou à qui on évite la prison. Honnêtement, ça fait froid dans le dos. Et j'espère que les gens, y compris en France, ici, se mobiliseront largement pour Salah Hamouri, parce qu'au-delà de son cas personnel, ça en dit long, et c'est la réputation de la France qui est en jeu. Elsa, il a tout dit là, Ismaël, pour le coup. Ouais, c'est clair que c'est assez inquiétant sur le poids de la France dans le jeu des relations internationales, parce que c'est clair que la France ne met pas du tout les moyens qu'il faut, ni la conviction, ni on peut appeler ça comme on veut, les moyens, les sanctions, parce que ça aussi, il n'y a jamais de sanctions sur Israël, donc au bout d'un moment, c'est bête comme tout. Un pays n'est jamais sanctionné. Ouais. Par contre, d'autres pays, ça, c'est beaucoup plus facile de le faire, mais pour Israël, il n'y a jamais de sanctions. Donc à partir du moment où il n'y a pas de sanctions, pourquoi est-ce qu'Israël arrêterait sa politique qui effectivement, là on parle de Salah Hamouri, mais c'est une politique globale en Palestine, à Jérusalem en particulier. Il y a une recrudescence de la colonisation, et tout est fait pour que les Palestiniens de Jérusalem s'en aillent, parce que le but c'est vraiment de les pousser à l'exil. Donc au quotidien, dans le moindre détail de leur vie, rendre toutes les choses compliquées, de augmenter les taxes. C'est vraiment difficile maintenant pour des Palestiniens de vivre à Jérusalem. Il y a ceux qui voient leur maison démolir au moindre prétexte. Il y a ceux qui sont arrêtés. Il y a des gamins qui sont arrêtés. Il y a un traumatisme aussi collectif face aux violences de l'armée. Il y a des quartiers entiers qui sont menacés parce que les colons les saisissent et s'acharnent dessus. Il y a vraiment une volonté de vider Jérusalem et la Palestine aussi, mais l'enjeu de Jérusalem il est majeur, puisque Israël voudrait en faire sa capitale, alors que on rappelle que la capitale de cet État, au regard de la communauté internationale, c'est toujours Tel Aviv, mais en tout cas, il y a un vrai enjeu à Jérusalem, et pour obtenir des résultats face à un tel pays qui a tellement l'habitude de rien respecter, il suffit plus de petits communiqués, effectivement. On en a tout le temps la preuve. C'est des communiqués gentils, on veut jamais se mettre mal à l'aise. Macron, il prend jamais la parole publiquement concernant Salah Hamouri, alors que sur d'autres cas de Français détenus dans d'autres pays, il avait pris la parole, ou il se permet des prises de parole concernant d'autres pays sans souci. Mais quand ça touche à Israël, non, il faut être discret, parce que faudrait pas les froisser. Mais en fait, ça fonctionne pas. On voit bien que ça fonctionne pas. Et au bout d'un moment, il faut changer. Mais bon, bien sûr que c'est pas dans l'intérêt de nos dirigeants de se mettre à dos Israël. Vous avez des contacts, Elsa, réguliers avec la cellule diplomatique de la France ou pas? Oui, on a des contacts réguliers avec le Quai d'Orsay. Ouais. Salah, il a des contacts aussi avec le consulat à Jérusalem. Ouais. Après, nous, on veut pas les contacter, on veut juste des résultats, en fait. Bien sûr. Je veux juste apporter une précision. On aspire juste à vivre une vie normale, en fait. C'est vraiment pas... on demande pas la lune. Et on aimerait bien ne plus avoir à les contacter. Donc, Ismaël, précision. Vas-y, Ismaël. Ouais, une petite précision. Une fois encore, mon côté tatillon me pousse à faire une comparaison. On se souvient, très récemment, il y a eu l'affaire Fabien Azoulay, qui a été emprisonné pendant 4 ans en Turquie. Il y a eu des pieds et des mains qui ont été faits pour aller le chercher et le faire revenir purger sa peine en France. Il se plaignait de ses conditions de détention en Turquie. On connaît aussi ses accointances avec Israël, puisqu'Israël aussi s'était pas mal bougé pour exiger sa libération. Et donc moi, ce qui me tue, c'est ce 2 poids 2 mesures. Fabien Azoulay, il y a eu les plus fortes têtes du milieu, du monde politique français qui se sont bougés, qui ont dit qu'il fallait absolument qu'il purge sa
peine en France. Et quand on voit qu'un défenseur des droits de l'homme, parce que c'est ce que Salah Hamouri est aujourd'hui, il faut quand même le rappeler, est emprisonné ou bien est humilié, rabaissé et sur qui on fait pression de manière systématique depuis 15 ans, quand on voit le silence, mais c'est juste affolant. Et là, je veux dire, le deux poids deux mesures est trop grand. On ne peut pas nous suspecter de complotisme ou quoi que ce soit. On lui reproche rien. Et concrètement, quand on voit Azoulay, il était peut-être emprisonné en Turquie, mais c'est parce qu'il avait fait venir de la drogue. Donc c'est un traitement qui n'est pas correct aujourd'hui. On rappelle les propos de Meyer Habib, Elsa, qui avait parlé de ton mari comme un terroriste à l'époque, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas si longtemps. Ouais, j'ai même pas envie de commenter les propos. Oui, non, t'as raison, parce que Meyer Habib, mesquine. Alors, Elsa, que peut-on faire là aujourd'hui, à part peut-être attendre, mais est-ce qu'il y a un soutien peut-être à organiser, mettre la pression, de quelle manière? Pour le moment, nous, on continue, à interpeller. Après, chaque citoyen peut interpeller son député, ouais. son sénateur, ou sa sénatrice, pour qu'eux-mêmes fassent la demande auprès de Le Drian ou de Macron carrément, parce que bon, là, quand même, au bout d'un moment, va peut-être falloir que Monsieur le Président s'implique, se mouille. Pour le moment, nous c'est ça qu'on fait. On est un peu pas à court d'idées, mais bon, c'est malheureusement tous les 6 mois, on est obligé de demander aux gens de se mobiliser et en fait, ce qu'il faudrait, c'est vraiment que la diplomatie française se sente, je sais pas, un petit sursaut de fierté, de quelque, parce que moi, je sais pas, moi, je serais très mal à leur place, mais donc pour le moment, oui, d'interpeller ces parlementaires, interpeller les associations aussi de défense des droits humains, parce que le poids de poids de mesure, il existe aussi auprès de certaines associations qui, dès que c'est Israël, il y a toujours des gants, de la retenue parce que c'est une démocratie, peut-être que non, c'est pas une démocratie, c'est Israël s'acharne sur les Palestiniens, Israël ne respecte pas tout un tas de conventions internationales, donc au bout d'un moment on prendra des nouvelles en tout cas, Elsa, on prendra des nouvelles de Salah, qui je suis sûr d'ailleurs a accueilli la nouvelle avec calme et sérénité comme d'habitude, c'est ce qui le caractérise d'ailleurs. Je me permets de t'embrasser, la famille avec, et puis à très vite, Elsa, pour de meilleures nouvelles, j'espère. J'espère aussi. En tout cas, merci à vous de me donner la parole à chaque fois. C'est normal. Malheureusement, toujours pour des mauvaises nouvelles, mais bon. Je te tiens aussi informé des bonnes nouvelles. La vie continue. Il n'y a aucun problème. Merci Elsa. À très bientôt, Elsa Lefort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Quel courage, quelle sérénité. C'est magique. Franchement, une belle leçon de vie encore une fois que nous donne Elsa, que nous donne Salah Hamouri. À chaque fois qu'on les a au téléphone. Dans un instant, allez, on va parler du carburant. Bon, Ismaël, tu conduis ou pas? T'as une bagnole, toi? Ouais. Bon, ça devient cher, cette histoire. Quelles en sont les solutions pour faire baisser les tarifs du carburant? On est à 1,58€ ici. Je sais pas, tu nous diras dans le doute combien ça s'élève. On a des propositions à faire. On en parle ensemble au 01 40 33 9000. À tout de suite. Le LGF, émission de référence, les amis, tous les jours 16h, 18h, avec le peuple qui s'exprime dans cette émission au 01 40 33 9000, en compagnie aujourd'hui de Ismaël Boudjekada qui est avec nous depuis le Doubs. On est, pour situer un petit peu le Doubs, c'est Sochaux-Montbéliard, Besançon, par là quoi. C'est là-bas. Voilà, c'est vers la frontière suisse. Vers la frontière suisse, voilà, on est tranquille là-bas. Allez. Vos appels au 01 40 33 9000 pour parler de quoi? Pour parler du carburant. Alors on a vu que les prix évidemment ont fortement augmenté. On bat des records historiques en ce moment concernant le carburant. 1,58€ ici, relevé ce matin en région parisienne dans un Total Access pour citer une station par hasard. À combien on est du côté du Doubs pour le prix du gasoil ou du super?
C'est quasiment similaire, on est entre 1,52 et 1,56. D'accord, oui, donc des prix qui battent tous les records en ce moment et des solutions qui ne sont pas forcément apportées pour que les Français puissent se retrouver et qu'on puisse faire aussi repartir ce fameux pouvoir d'achat. Si on y ajoute l'augmentation du gaz, de l'électricité, de la taxe foncière aussi, eh bien tout est réuni pour que les gilets jaunes repartent. Et c'est ce qui s'est passé visiblement le week-end dernier avec quelques ronds-points qui ont été de nouveau réinvestis. Mais les solutions, elles sont à trouver pour essayer évidemment de faire baisser tout cela. Avec par exemple le chèque carburant là, dont on entend parler, sur lequel travaille le gouvernement, à qui il sera valable ce chèque. C'est toute la grande question que vont se poser les hauts fonctionnaires de Bercy. Pour le coup, il y a quand même une proposition qui est quand même entendable et peut-être faisable, c'est la baisse notamment de cette fameuse TVA à 5,5. Comme le carburant est un produit de première nécessité. Je veux rappeler quand même à titre d'exemple que pendant les confinements, seuls les endroits et des produits de première nécessité étaient ouverts et en vente. Le carburant en faisait partie. Donc ça serait pas un scandale que le carburant devienne un produit de première nécessité. Ainsi, on gagnerait quand même pas mal sur un litre d'essence en faisant baisser cette fameuse TVA. Qu'en penses-tu, mon Ismaël? Qu'en pensez-vous, chers amis? 01 40 33 9000. Alors moi, pour être tout à fait transparent sur cette question, oui, ok, ça va dans le bon sens de penser à baisser la TVA à 5,5. Maintenant, moi, sur les produits de première nécessité, tu l'as dit, le carburant en fait partie, je suis pour une TVA à taux zéro, ni plus ni moins. Tu vas me dire, mais dans ce cas-là, qui c'est qui paye? Parce que ça fait quand même des pertes de recettes colossales pour l'État français. Il y a une solution. Aujourd'hui, celles et ceux qui profitent directement de cette flambée des prix, c'est également les distributeurs, c'est également les producteurs. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que la taxe soit supportée intégralement par les groupes automobiles et pétroliers et qu'on aille même plus loin, c'est-à-dire faire une caisse commune à la fois pour renflouer les pertes de l'État suite au passage à 0% de TVA pour le contribuable et en plus de ça, faire un fonds de solidarité pour permettre le financement du permis de conduire à tous les jeunes majeurs parce qu'aujourd'hui, sans permis, il n'y a pas de carburant qui est utilisé et ces grands groupes pétroliers et ces grands groupes automobiles ne feraient pas les bénéfices qu'ils font aujourd'hui. Donc moi, je vais même plus loin que ça. Je demande une TVA à taux zéro. Une TVA à taux zéro, déjà pour la TVA à 5,5, le gouvernement et le ministre nous dit que c'est quasiment impossible et qu'il faut faire rentrer de l'argent dans la caisse. Et puis de toute façon, le cadeau qu'on te fait d'un côté, on te le reprend de l'autre. Donc voilà, c'est pas forcément la solution qui est retenue par le gouvernement. C'est plus le fameux chèque carburant. Chèque carburant à qui ça serait destiné, on ne sait pas trop. Je sais que par exemple, Europe Écologie Les Verts est sur la même lignée du chèque carburant qui s'élèverait à 400 € pour eux. Après, reste à savoir qui pourrait en bénéficier. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il s'agit de trouver une solution, la solution la plus convenable pour tout le monde, c'est-à-dire de retrouver des prix raisonnables à la pompe, parce que beaucoup de gens ont besoin et travaillent avec leur voiture. Je veux dire, voilà, et ça représente un coût extrêmement important que cette augmentation, et ça ne cesse de grimper. C'est-à-dire que ça ne stagne plus, là, ça augmente quasiment quotidiennement. Donc aujourd'hui, il nous faut trouver une solution. Laquelle? Si vous avez une idée, 01 40 33 9000. On peut être aussi ce porte-écho pour essayer de proposer des choses au gouvernement pour qu'ils agissent. Mais on les sent pas très très investis sur la question, Ismaël. C'est là aussi la problématique d'un gouvernement qui parfois apparaît comme étant en dehors des priorités et des attentes des Français. Et c'est là toute la problématique quand la ministre l'autre fois nous proposait aux distributeurs de baisser leurs marges. Les distributeurs ont répondu, c'est gentil, mais non, en plus ça représenterait que vraiment 1 à 2 centimes sur un litre de gasoil, donc c'est rien du tout pour le coup, Ismaël. Là, on ne le sent pas investi, ce gouvernement, face à cette problématique. Non, il n'a absolument pas investi. Et une fois encore, la solution de facilité aujourd'hui, c'est qu'il y ait une contribution à minima exceptionnelle, c'est-à-dire vraiment limitée dans le temps s'il le souhaite à titre expérimental, mais une contribution des groupes pétroliers et automobiles, là-dessus j'y reste parce qu'on en entend parler, mais bizarrement, lorsqu'il faut demander à ces grands groupes de mettre la main au portefeuille, ils sont toujours là en train de bégayer. Je parle bien de nos responsables politiques, ça commence à bien faire. Et pour le coup, une fois encore, on prend nos véhicules
véhicules, c'est-à-dire qu'on prend nos véhicules, on consomme du carburant pour participer à la richesse nationale. Donc, c'est la moindre des choses, c'est quand même de faciliter les gens. C'est vrai que le gouvernement cherche à nous faire croire qu'il y a aussi des ambitions un peu écolo, ça permettrait d'éviter le tout véhicule ou bien le trop véhicule. Mais ça, c'est un non-sens. Je prends mon cas personnel. J'habite dans le fin fond de la France où il y a autant de vaches que d'habitants. Excusez-moi, oui, la voiture, on en a besoin parce qu'on n'a pas les mêmes transports en commun qu'on peut trouver à Paris. Ici, pour trouver un bus dans le village de mes parents, c'est un le matin, un le soir, il n'y en a pas entre. C'est juste pas possible. On a besoin de nos véhicules. Et maintenant, enfin, ce chèque carburant, on en entend parler, mais une fois encore, c'est comme le chèque énergie. C'est des espèces de rustines de basse qualité qu'on met sur un pneu crevé. Il faut aujourd'hui des réponses structurelles de long terme pour faire en sorte qu'on évite à l'avenir ce genre de situation, surtout avec le climat social aujourd'hui. Oui, alors effectivement, tu as raison de dire que dans la France profonde et effectivement dans les villes un peu plus éloignées, eh bien, la voiture est un outil indispensable pour pouvoir se déplacer. Vos avis au 01 40 33 9000. Exprimez-vous librement dans l'émission quotidienne Le Grand Forum. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 18h, Christophe Roux et ses chroniqueurs vous donnent la parole. France Maghreb 2, la radio du vivre ensemble. Avec Mehdi qui est avec nous au standard 01 40 33 9000. Bonjour Mehdi. Bonjour Christophe. Bonjour Mehdi. Alors, tu fais quoi dans la vie Mehdi d'abord ? Moi, je suis réparateur et dépanneur de voitures. Ah, donc forcément, tu as besoin de bouger quoi. Tu as besoin de circuler. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Alors, vraiment, je fais que des déplacements toute la journée. Aujourd'hui, concrètement, sur Paris et banlieue, quoi. Mehdi, concrètement, aujourd'hui, l'augmentation du carburant, ça représente combien en plus chaque mois pour toi ? Là, franchement, là, on a dépassé la barre des 10%. Ouais. Facile. Et ouais. 10%, c'est énorme sur les grosses quantités, hein, quand vous avez 4-5 camions qui tournent. Bien sûr. Ouais. Donc aujourd'hui, je suis vraiment impacté, surtout que j'ai plusieurs salariés. Moi, je vous avais appelé la semaine dernière, je vous avais parlé de la TVA et puis je vous avais parlé du coût du travail en France. Je sais pas si oui, je m'en souviens, Mehdi, ouais. Ouais, et j'avais parlé du coût du travail. Malheureusement, aujourd'hui, on a la déferlante des pays émergents. Et aujourd'hui, essayent aussi d'améliorer leurs conditions de vie. Et aujourd'hui, pourquoi les pouvoirs publics ce gouvernement ne paraît pas investi dans le problème, c'est qu'ils n'ont pas la solution. Il n'y a pas la solution aujourd'hui pour ce problème-là, tout ce qui est pétrole et matières premières. Ouais. Le coût du travail est énorme en France. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous prenez un salarié, vous le payez 1 200 € un SMIC, vous donnez plus de la moitié à l'État. Et je vous parle même pas de la TVA. Parce que pour payer un salarié, il faut qu'il y ait des entrées d'argent, et les entrées d'argent sont taxées de 20%. Ça veut dire de la taxe sur la taxe et de la taxe sur la taxe en France. On fait que ça. Certes, nous avons aujourd'hui un système social, on va dire, qui est performant, qui aide les gens, qui aide les pauvres. Au détriment derrière d'un système qui n'est pas favorable oui, voilà. au coût du travail. Ce qui se passe, c'est que c'est tellement mal géré, en fait. Je suis sûr que demain, si vraiment ils mettent vraiment bien les mains dans le cambouis, comme on dit, je suis sûr que on pourra vraiment aider les gens dans le besoin et on pourra aussi diminuer drastiquement le coût du travail. On ne peut pas, dans un pays qui se dit souverain, taxer les gens, taxer le travail au détriment du social. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Et aujourd'hui, on est en train de voir tout ça s'essouffler. Alors, c'est en train de s'essouffler. Ismaël, qu'as-tu à répondre à Mehdi là, qui te balance des choses plutôt intéressantes et surtout du retour de terrain ? Je veux dire, voilà, il est directement concerné. Le coût du travail, ça le concerne. Voilà, on peut pas, dit-il, continuer à détruire ce coût du travail au détriment du social. Ismaël ? Non, bien sûr. Je pense que Mehdi, donc, si j'ai bien compris, tu es gérant d'une TPE-PME. Oui, c'est ça, tout à fait. Et artisan en même temps aussi. Artisan, très bien. Ouais, donc voilà. D'accord, en plus, ouais. Donc c'est très bien et c'est très honorable, mais c'est la double galère qui plus est. Aujourd'hui, et c'est assez paradoxal, on a les TPE-PME qui représentent de mémoire 80 à 90%. Je crois que c'est 80 des embauches en CDI.
c'est pas négligeable, mais malheureusement, ce sont ces sociétés-là qu'on aide le moins et qu'on accompagne le moins bien. Vous avez toute une série de dispositifs qui permettent justement de bénéficier d'un certain nombre d'aides, mais ces aides, elles sont systématiquement réorientées vers les grands groupes qui n'en ont absolument pas besoin, et surtout de manière inconditionnelle, c'est-à-dire qu'ils prennent de l'argent public, se développent et ensuite se rendent compte qu'effectivement dans les pays émergents, il y a de la main-d'œuvre qui ne coûte quasiment rien, et on délocalise de manière déloyale et ça fait perdre à la fois de l'argent public à la France, et c'est la double peine puisqu'on a donné de l'argent public pour se développer et on se retrouve avec des plans sociaux sur le dos. Donc moi ce que je dis, c'est qu'effectivement on peut qu'appuyer ce que vient de dire Mehdi, dans le sens où aujourd'hui il faut être sacrément courageux pour oser se lancer, parce qu'il y en a qui veulent se lancer, mais quand on voit la galère, quand on voit à quel point c'est taxé et compagnie, et puis que tous les dispositifs d'aide, crédit impôt recherche, tout ce qui est recherche et développement et compagnie, c'est systématiquement pour les mêmes, on se dit que ça va pas. Moi je pars du principe qu'aujourd'hui il faut taxer, parce que oui, la taxe elle est quand même essentielle. On a un modèle social qui nous coûte, on est content que l'éducation soit gratuite, que la santé soit quasi gratuite, et quand on fait la comparaison avec nos partenaires européens, on s'en sort plutôt pas mal en France, mais c'est ce système de prélèvement qui est totalement inéquitable et injuste, puisque les plus gros groupes ne paient quasiment rien. Quand on voit que Facebook, quand on voit que Google, que Starbucks ne paient pas d'impôts en France, moi aujourd'hui je trouve que les impôts qu'ils devraient payer permettraient justement de soulager les TPE-PME qui aujourd'hui ont véritablement besoin de coups de main, surtout une fois encore avec le contexte sanitaire que l'on connaît, mais pas que. C'est un état de fait depuis des décennies. Mehdi, d'accord avec Ismaël ? Oui, je suis d'accord, mais il y a sur un point où j'ai une philosophie en fait qui est peut-être qui va vous sembler un peu pas correcte, mais quand je cherche une solution, je ne cherche pas le problème. C'est comme quand vous me dites par exemple les grosses boîtes qui délocalisent ou qui sont pas taxées du tout pratiquement. C'est peanuts par rapport à leur chiffre d'affaires. Moi je suis pour trouver une solution, aller au remède, ne pas s'occuper de cela, parce que tant qu'on ne se sera pas occupé de nous-mêmes déjà, on ne réglera pas leurs problèmes à eux, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais ça représente quand même une manne importante. Si ces entreprises, ces grandes entreprises que vient de citer Ismaël, Facebook, Amazon, qui ne payent pas leurs impôts en France et qui pourtant font leur chou gras ici en France, je veux dire, ça marche de ouf, quoi. C'est considérable. Ça représente quand même une manne supplémentaire dans les caisses de l'État, et ce qui permettrait peut-être de trouver des solutions beaucoup plus efficaces et beaucoup plus intéressantes pour aujourd'hui. Bien sûr, mais est-ce qu'aujourd'hui on connaît les accords bilatéraux entre tous ces pays-là? Qu'est-ce que aussi le fait qu'ils viennent s'installer chez nous et gagner de l'argent, qu'est-ce que ça nous apporte de l'autre côté aussi? Est-ce que vous savez la contrepartie de l'autre côté? Non, moi je la connais pas. Forcément, moi non plus je la connais pas. Mais je la connais pas. Mais après aujourd'hui, le discours qu'on tient aujourd'hui, c'est qu'on nous explique tout simplement que Amazon crée de l'emploi en France, et donc en soi, on devrait bien s'en contenter, être content, puisque si on leur demande de mettre la main en portefeuille, ils ne viendraient pas. Moi, je pars du principe qu'il faut un protectionnisme européen. Dans les problèmes que je cite, certes, on va chercher des problèmes, mais ces solutions, par exemple, Amazon, aujourd'hui, il y a un chiffre qu'il faut retenir, c'est qu'un poste créé chez Amazon, c'est 2,5 postes de supprimés dans les TPE-PME, chez les commerçants de proximité. Ça, c'est une réalité. Ah oui, voilà. Donc, pourquoi ne pas taxer à hauteur juste ces grands groupes comme Amazon, et venir renflouer, pourquoi pas, toujours pareil, ce fonds de solidarité à destination des TPE-PME, et Amazon contribuerait de fait au développement. Peut-être que avec l'histoire des sous-marins, qu'avec l'histoire des sous-marins, l'Union européenne et peut-être la France vont se réveiller et se dire qu'en fin de compte, business c'est business, et on verra le reste après. Bon, en tout cas, Mehdi, merci beaucoup et bon courage, mon Mehdi, pour la suite. Merci beaucoup, Christophe, de nous donner la parole. C'est vraiment super. J'attends toute la journée avec impatience ces quelques petites minutes ensemble à vous écouter. C'est gentil, mon Mehdi. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Beaucoup. À bientôt, mon Mehdi. À bientôt. Au revoir. 01 40 33 9000. Vous prenez la parole, évidemment, en totale liberté dans cette émission. On est là pour essayer ensemble de réfléchir à essayer de trouver des solutions, bien sûr. Et je pensais à un truc, Ismaël.
tout ce qui est transport de marchandises par exemple, forcément ça va augmenter puisque le carburant augmente, donc les entreprises vont devoir demander un coût supplémentaire, donc les produits qu'on va acheter dans les magasins vont aussi avoir des répercussions. C'est à sens unique tout ça, c'est-à-dire c'est logique. Il y a déjà des conséquences. Il y avait un reportage il n'y a pas très longtemps où on nous expliquait qu'effectivement, il y avait déjà un impact sur un certain nombre de produits en grande surface parce que justement, ne serait-ce que les espèces de paquebots, comment on appelle ça, les conteneurs, même le prix en fait du transport a été décuplé. Puis aussi, on le voit aujourd'hui, on nous parle de chèque carburant. Ok, soit c'est bien, comme je l'ai dit, qui en bénéficierait déjà et donc. De quoi ? Qui en bénéficierait de ce chèque carburant là aussi, c'est pas tranché. Hein. Déjà, il y a ça. Et quand je vois BFM qui dit, par exemple, les grands conducteurs 1800 km par mois, excuse-moi, les 1800 km, sans te mentir, je les fais à la semaine. Ouais. Donc, il faut savoir à un moment donné être juste et cette histoire de chèque carburant ne sera absolument pas équitable. Ce sera sur la même base que le chèque énergie. Il y aura des montants quasiment similaires. On ne prendra pas en considération le fait que tu bouges plus qu'un autre et donc l'aide ne sera pas équitable par nature, en fait, par définition. Ouais. Donc moi, ce que j'explique, c'est qu'à un moment donné, ces rustines, il faut les stopper et il faut aller taper dans le portefeuille des groupes pétroliers et automobiles parce qu'aujourd'hui, c'est effectivement parce qu'ils produisent, c'est bien que nous, on consomme du carburant derrière. J'ai un gros coup de gueule, mon Ismaël, ami auditrice, auditeur, à pousser parce que franchement, il y a un moment, j'arrive même à être résigné d'entendre les débats et la qualité des débats sur les médias mainstream, sur BFM TV, CNews, Europe 1, RTL, RMC, j'en cite quelques-uns, LCI, France Info, etc. La qualité des débats aujourd'hui, c'est inviter Éric Zemmour pour nous parler de conneries à longueur de journée, de problèmes identitaires, culturels, religieux. Mais vous êtes des grands malades. Franchement, vous êtes des grands malades parce que, au bout d'un moment, la problématique du français, quel qu'il soit, de n'importe quelle couleur qu'il soit, de n'importe quelle religion, ce qui nous réunit, c'est notre francité. Notre problème, c'est quoi ? C'est pas de savoir si Mohamed va aller prier 3 fois par jour ou 5 fois par jour, ou si il va aller de temps en temps à la mosquée. Notre problème aujourd'hui, c'est il est commun. C'est comment va-t-on finir nos fins de mois en ayant un peu pour pouvoir faire profiter nos enfants, les emmener en sortie, profiter un petit peu. C'est comment bien se nourrir dans ce pays. Je rappelle que la fracture sociale s'est aggravée considérablement, contrairement à ce qu'on dit. Et ça, on ne le dit pas assez. On est passé limite de 9 à 11 millions de pauvres dans ce pays depuis que Macron est arrivé au pouvoir. Ce sont des faits, là, aujourd'hui, les enfants. Et aujourd'hui, on nous parle de quoi ? D'islam. Franchement, j'ai presque envie de dire que c'est criminel. C'est criminel d'entretenir de tels débats aujourd'hui dans les médias mainstream. Venez parler de choses concrètes. Posez des questions à Zemmour et aux autres de choses concrètes d'économie. Vous allez voir que là, ils vont être complètement largués. Parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont pas de proposition. Ils n'existent que par le néant, que par le rejet de l'autre. Le rejet d'eux-mêmes, d'ailleurs. Quand on voit Éric Zemmour, ses origines, il rejette propre ses origines. Comment vous voulez faire confiance à un homme pareil, qui n'a pas de valeur ? Donc, ici, voilà, on essaie en tout cas de trouver des solutions avec vous. Fatah, bonjour. Oui, bonjour à tous. Salut mon Fatah. Alors, tu fais quoi comme boulot, toi, mon Fatah ? Moi, je suis responsable d'exploitation. Responsable d'exploitation. Alors, la hausse du carburant, on bat des records historiques, hein. Rappelons-le, les enfants. Ta solution, Fatah ? Moi, on propose, nous, ici, de baisser la TVA à 5,5 par exemple. Bon, Ismaël, il est encore plus dur, lui. 0, lui, carrément. Moi, j'ai pas de solution. Hein. C'est pas de solution miracle. Hein. C'est que de baisser les taxes. Il n'y a pas d'autre alternative. Je pense que la TVA, il en faut. Il en faut pour faire fonctionner la machine qui est notre système social, notre système d'une manière générale. Donc ça, il faut qu'on cotise. Je pense que c'est très important. Hein. Je rebondis par rapport à ce qu'a dit l'auditeur précédent. Je pense que le coût du travail, effectivement, il coûte un bras, mais on en a besoin pour. Oui, mais c'est mal réparti, Fatah. C'est ce que je te dis, c'est qu'il y a un problème de répartition sur les petites entreprises qui payent le prix lourd.
Non, moi j'ai entendu deux choses. Ouais. À la fois la répartition, mais à la fois qui se plaignait que ça coûtait très cher. Bien sûr, mais À un évidemment. moment donné, un enfant qui veut aller à l'école Ouais. en France, Ouais. une carrière de la primaire jusqu'au bac, Ouais. ça coûte un certain montant. Ouais. Donc ça, cet argent, il faut bien qu'on la cherche quelque part. Hmm. Il y a à un moment donné, si on veut avoir des infrastructures, des hôpitaux, enfin tout un tas de choses, il faut bien qu'on ait de l'argent. Oui, mais Fata, Et- d'accord, j'entends attends, bien, laisse-moi. j'entends bien ce discours, mais le problème, c'est un problème de répartition, Si je encore peux une juste- fois. Si je peux juste rebondir sur Vas-y, mon plusieurs Fata, points vas-y. que vous avez évoqués tout à l'heure. Oui, Vous parlez des GAFA. oui, Moi, je suis tout à fait d'accord. Les GAFA, il n'y a pas de problème, il faut les taxer plus. ouais. Mais en même temps, les Faut gens, les taxer tout court. ils se plaignent des GAFA. Ouais. Mais ils commandent sur Internet, ils vont dans les centres commerciaux, ils se prennent pas la tête, ils vont pas chercher à acheter chez le producteur du coin, chez l'artisan du coin. Ça, il a Et raison. souvent, Il a raison, Fata. attends, Ouais. je finis. Par exemple, moi, la dernière fois, j'étais au supermarché. Ouais, J'aime pas faire mes courses au supermarché, je le fais quand j'ai pas le choix. d'accord. Clairement, j'achète mes pommes chez c'est le producteur d'à côté, etc. Enfin bref. Et j'entendais un couple de personnes âgées qui se plaignaient parce que c'était cher. Ouais. Et je leur ai dit, mais écoutez, arrêtez de consommer des trucs qui sont pas de saison. Donc déjà, consommez en saison, vous verrez que vous payerez moins cher. Donc moi, mon petit coup de gueule aussi, c'est arrêtez de vous plaindre, faites les choses, parce que avant, quand on dit ouais non mais Amazon, quand ils font je sais pas quoi, ils détruisent 2 emplois et demi ou je sais pas quoi. Il faut savoir que tous les gens vont au supermarché faire leurs courses. Arrêtez ça, parce que le supermarché, quand il y avait l'épicerie du coin, le commerce de proximité, etc., ça créait de l'emploi. C'était un commerce, 2 emplois, un commerce, 3 emplois. Je veux dire, à un moment donné, quand on va au supermarché, on crée quoi? On crée de la misère parce que les gens, on les paye le SMIC, les caissières, et en plus maintenant on met des caisses. Les gens ils vont aux caisses, moins de 10 articles, je sais pas quoi, sans Ouais, la c'est caissière. électronique. Vas-y, bientôt tu vas bouffer au restaurant, tu jettes tes trucs à la poubelle. Bientôt c'est toi qui vas encaisser, qui vas préparer ton sandwich. Non mais attends, on va où? faut aussi que les gens se bougent aussi. Ouais, mais c'est pas faux, c'est pas faux, Fata, mais bon. Mais changez votre manière de consommer. Ouais. Et juste je finis, Ouais. parce que je sais que je suis conscient que j'ai pris beaucoup la parole. Vas-y, fais-toi plaisir, mon Fata. Moi, mon coup de gueule, Ouais. il est envers les gens qui se plaignent. Ouais. Parce qu'il faut arrêter ces conneries. Non. Si c'est trop cher la vie, cesse de consommer. Consomme autrement. Arrête de tomber dans le panneau du marketing. Ça, c'est la première chose. Les gens, il leur faut le dernier cri, le dernier machin, etc., etc. Moi, sincèrement, je dis pas que je suis le meilleur, etc., mais je suis père de famille, j'ai des enfants, etc. Je travaille pour mes gosses. Moi, quand j'ai besoin d'un pantalon, je l'achète parce que j'en ai besoin. C'est pas parce que il est à moins 50% chez tel magasin ou parce que j'ai kiffé sa couleur, etc. Je l'achète par nécessité. Et vous allez voir, vous allez faire des économies. Oui, Ah, mais Ismaël, on peut pas. À un moment donné, il faut. Ah, attends, Fata, Ouais, bouge pas, non, on te moi, répond. je suis pas d'accord. Ismaël, t'es pas d'accord, Ismaël. Pourquoi? Ouais, enfin, je suis d'accord en partie avec ce qui vient d'être dit, mais aujourd'hui, il y a aussi une réalité. Je suis désolé, quand moi je vais acheter chez un commerçant de proximité, par exemple, je fais pas mal d'événements pour les gars ici, quand je vais acheter chez le commerçant de proximité, je vais payer 3 fois 3 fois le prix, c'est vrai, c'est vrai ça. plus Ouais. sur Amazon. Ouais. C'est une réalité. Ça n'empêche pas. Ah oui, non, mais c'est une réalité. Après, effectivement, si on compare avec des fermes locales, pas loin de chez moi, il y a la ferme de Lavoir, il y a les jardins partagés, il y a le jardin de Mahé. Effectivement, le kilo de fraises connaissais que Christophe tu vas Mahé, moi. cueillir toi-même, Ouais. tu le payes 3,50. Même pas. C'est une jeune Française des îles qui a monté une petite exploitation ici et c'est pas cher, c'est local, c'est bon. Là-dessus, je suis d'accord. Maintenant, je vais te prendre, quand tu me dis qu'il faut de la TVA, parce que derrière, il faut avoir de l'argent pour faire fonctionner tout le système social, le système d'éducation, le système de santé qu'on a en France. C'est vrai, chacun doit contribuer de manière équitable. Je vais te prendre un exemple concret. Aujourd'hui, ça fait, je pense, 10 ans qu'on entend parler de taxes sur les transactions financières. Ouais. Catherine Trottmann, Ouais. ancienne députée européenne, s'était targuée face à moi d'avoir mis en place une taxe à 0,002%. Ce qui veut dire que quand les gens, des grands groupes ou des particuliers très fortunés vont jouer sur le cours des matières premières, par exemple le blé, compagnie, même sur l'eau, eh bien, quand ils gagnent, ils se mettent
tout dans la poche, à part 0,002%. Et quand ils perdent, eh bien, on a par exemple la crise des subprimes de 2008, où on demande aux citoyens de renflouer par un effort collectif avec des plans d'austérité et compagnie. Là, c'est un non-sens. Et c'est pour ça qu'il y a des solutions qui sont concrètes. Je ne fais pas que critiquer. Il y a une solution concrète, c'est une taxe à hauteur de 5% sur les transactions financières qui rapporterait, pour la France en tous les cas, l'équivalent de 40 milliards. On a 40 milliards, c'est le budget d'éducation, par exemple, pour faire un parallèle. Et à côté de ça, il faut séparer les banques de dépôt des banques d'investissement. Ouais, et ça, on n'y échappe pas, évidemment. Pour bien consommer, il faut écouter un peu de pub. Il faut que ça rentre dans la tête. Mon Fata. Une petite chose. Bouge pas, on te reprend juste après la pub, d'accord? Vous pouvez nous appeler parce que voilà, je vois que ce sujet et moi ça me réjouit que ce sujet d'ailleurs intéresse les gens, puisque finalement cette problématique que nous abordons aujourd'hui, elle nous concerne tous. C'est pas l'islam et compagnie qu'on entend à longueur de journée. Là, ce sont des vrais problèmes. On est dans le pratique, les gars. Voilà, on est dans la vie. C'est nos problèmes à tous communs. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Ismaël Boudjekeda, avec les auditeurs aussi, avec Fata qui est toujours avec nous. Fata, tu es toujours là? Oui, je suis là. Très bien. Alors, tu souhaitais rajouter quelque chose avant de t'en aller, mon Fata? Vas-y, on t'écoute. Oui, je voulais simplement dire que effectivement, il faut taxer les plus gros, les plus riches, etc. J'ai pas de problème avec ça. Je suis simplement en train de dire que si aujourd'hui, là, je m'adresse tout à chacun, aux auditeurs. Si on veut augmenter son pouvoir d'achat au quotidien, déjà, on n'attend pas les mesures gouvernementales. Ça, c'est première chose. Il faut faire attention à sa consommation. Se voir d'abord dans son foyer. Comment on consomme? Dans quelle mesure on consomme? On fait attention. Quand on va au supermarché, on fait attention. On prend ce qu'on a besoin. On fait une liste de courses. On s'y réfère à ces listes de courses. Il y a plein de petites choses à faire comme ça au quotidien. Je vous assure qu'on peut gagner en termes de pouvoir d'achat et grappiller 10, 15, voire jusqu'à 30% de plus par mois. Ça, je vous le garantis. Et juste la dernière chose, Christophe, ce serait bien que tu puisses faire une petite, une petite rubrique, je sais pas, une fois par semaine ou tous les jours, je sais pas, à toi de voir ça, la fréquence, où on pourrait se partager les bons plans. Ah, ça c'est pas mal, ça, effectivement. Par exemple, c'est du bon sens. Pardon? Non, moi, ce que je disais en tous les cas, c'est du bon sens. Maintenant, simplement, je comprends ce que tu dis et t'as un discours de bon père de famille et c'est normal. En plus, t'es père de famille, justement, ça coule de source. Mais imagine quelqu'un qui veut se faire plaisir, justement, qui trime, qui touche un SMIC, qui voit tout augmenter et qui, justement, chaque fois qu'il veut se faire une petite sortie, un petit plaisir, quelque chose, il est tout le temps là en train de se dire « Est-ce que je peux me le permettre ?» Tu bosses, c'est aussi pour avoir des loisirs. Moi, je suis, en plus d'être élu local, administrateur d'un centre communal d'action sociale. Je peux te dire que la difficulté, les situations, tous les cas de précarité, on les voit exploser. On a des ressources qui sont extrêmement limitées, on essaye d'aider comme on le peut. L'autre fois, on était en train de débattre, ça m'a rendu dingue, on était en train de débattre si oui ou non on allait accepter un panier alimentaire à une personne âgée parce qu'elle avait déjà fait 2 demandes dans l'année. Voilà où on en est en fait aujourd'hui. Et c'est pour ça, oui, il faut faire attention. Maintenant, moi, ce que j'explique, et Christophe, tout à l'heure, tu l'as dit très justement, c'est qu'à un moment donné, sur les plateaux télé, on nous parle effectivement de sujets qui ne nous intéressent pas, qui intéressent que les chroniqueurs à la recherche de buzz et les présentateurs à la recherche de buzz. Aujourd'hui, invitons des élus locaux, invitons des acteurs associatifs qui n'ont pas la main mise sur les médias, donnons-leur la parole et mettez-les en face des parlementaires. Il y en a ras-le-bol d'avoir des débats parlementaires face à parlementaires, France Insoumise face au Rassemblement National. Les gens de terrain qui sont là, les petites mains de la société qui font tourner le pays, on ne les entend pas. Et quand ils vont toquer peut-être pour certains des portes pour être entendus, ils sont pas assez médiatiques ou leur profil n'intéresse pas suffisamment et on leur dit restez là où vous êtes. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que tous autant qu'ils sont, il y a un défilé de guignols dans cette élection présidentielle, puisque tout à l'heure tu en parlais,
il y en a aucun qui propose du concret. D'accord, les écolos vont nous parler du fait on va donner de l'argent public si il y a de l'ambition écologique dans chaque projet, sinon on sort pas un centime. T'as la France insoumise qui va nous parler de planification écologique et qui nous donne quelques pistes de pouvoir d'achat qui, pour certaines, sont intéressantes. Tu vas avoir le Parti socialiste qui est totalement absent. Le seul fait d'arme d'Anne Hidalgo, c'est d'avoir créé une police municipale il y a pas très longtemps à Paris. Ouais, 150 mecs. Et voilà, je veux dire, Roussel qui nous demande. T'as Roussel, là, on l'a dit en début d'émission, qui nous demande d'aller manifester devant les préfectures. Mais arrêtez de nous dire que le feu ça brûle et que l'eau ça mouille. On est au courant. On n'est pas totalement stupide. Oui, on veut des revalorisations de salaire, des revalorisations de carrière. Oui, on veut une baisse du coût de la vie. On va pas les manifester tous les jours devant la préfecture parce qu'à un moment donné, c'est du bon sens. On attend de nos responsables politiques. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Et effectivement. Tu as tout à fait raison. Alors, Fatah, moi, ça me dérange. Fatah, en quoi ça consisterait ton petit truc d'échange de bons plans là? Vas-y, je t'écoute. L'idée, c'est qu'on puisse se partager à l'antenne de bons plans. Par exemple, j'en sais rien, je dis ça comme ça. On peut avoir des professionnels qui travaillent sur tel ou tel secteur, dans l'assurance, l'autre, je sais pas, dans le chauffage, je ne sais quoi, et qui pourraient dire voilà, moi j'ai un bon plan. Je sais que pour réduire votre facture, faites ceci, faites cela. Ça fonctionne, vous allez gagner en réduction. Ou l'autre a un bon plan sur un achat, que ce soit en alimentaire, n'importe quoi. C'est pas mal du tout ça, mon Fatah. C'est pas mal du tout ça, j'aime bien. Moi, je donne juste un bon plan. Allez, vas-y, tu commences. Mon premier bon plan, c'est quoi? C'est quoi? Vous contactez tous vos assurances automobiles. Et l'année dernière, vous leur redemandez un remboursement partiel de votre contrat, des comment ça s'appelle, des cotisations que vous avez faites l'an dernier avec le confinement, et vous leur dites voilà, on a été confiné 3 mois, 2 mois et demi, je n'ai pas utilisé mon véhicule, vous me remboursez les 2 mois, les 2 mois. Je l'ai fait, on m'a remboursé 2 mois et demi. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est mon premier beau plan. Et vous entendez ça? Chaque semaine, je vous donnerai des bons plans. Eh ben, écoute, Fatah, tu sais quoi, je te nomme ambassadeur des bons plans du LGF, ça va? Pas de problème. Bon, avec allez, plaisir. tous les mardis, tu viens avec un bon plan. Donc aujourd'hui, alors, on répète le bon plan. Hein. Vous avez été confinés comme nous tous l'année dernière. Là, je blague pas, c'est un vrai bon plan, là, celui de l'assurance. Vous avez une voiture, vous payez une assurance forcément. Eh bien, vous demandez à votre assurance de vous rembourser la durée du confinement, soit 2 mois et demi de l'année dernière. Ça marche. Alors, il y a des assureurs qui l'ont fait spontanément, sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Moi, ils l'ont pas fait. La Massif qui a fait ça. Ah, moi, ils l'ont pas fait. Je suis à la Massif, ils l'ont pas fait. Hein. Pardon? Et moi, je suis à la Massif, ils me l'ont pas fait. Hein. Moi, j'ai des amis sur la Massif, ils l'ont eu par défaut. Ah ouais? Moi, je suis chez CTLM, j'ai dû les harceler. TLM Assurance, alors comment on fait? Je les ai pas lâchés. Fatah, comment on fait concrètement? On les appelle, on leur écrit? On leur envoie un courrier. Il faut reprendre, taper sur Google remboursement, assurance, confinement, tapez ces mots-clés-là. D'accord. Vous allez avoir tout un tas d'articles sur ce sujet où on va reprendre des textes par rapport aux lois de consommation, etc. Vous allez reprendre tous ces textes et puis vous leur envoyez, puis vous les lâchez pas. Bon, bah super. Vous avez tous entendu, les gars. Clairement, c'était un cas de force majeure. Tout le monde était resté à la maison. Pourquoi encaisser de l'argent pour un véhicule sur lequel je vais aller travailler, etc. Parce que vous savez, quand on souscrit une assurance, on vous dit, mais vous l'utilisez à quoi votre véhicule? Pour aller travailler? Ok. On crée aussi une croix. Pour loisir, parce que si on dit travail, on va payer plus cher. Si on dit uniquement loisir, on va payer moins cher. Je vous le dis tout de suite. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, Fatah, à la semaine prochaine pour un nouveau bon plan, alors. Avec Merci plaisir. beaucoup, mon Fatah. Je t'embrasse. Allez, salut, ciao tout le monde. Je suis sûr qu'il y en a plein qui sont en train de s'arrêter, là, qui sont en train de regarder sur Google. Hop, Ismaël, moi, je vais le faire, hein. Je vais le faire, le bon plan, là, pour le coup. Hein? Comme quoi, ça rapporte quand même d'écouter le grand forum. Il faut le faire. Hein? Ça rapporte d'écouter le grand forum, les gars. Vos appels 01 40 33 9000, évidemment. Ça, c'est du concret. On est dans le concret, on est sur le terrain, on est moins des mains dans le cambouis, les amis. Sur France Maghreb 2, dans cette émission avec Ismaël Boudjakada. Allô, bonjour, qui est avec nous? Oui, bonjour, c'est ça, c'est Laïla. Bonjour Laïla. Vous nous appelez d'où, Laïla? Val-de-Marne. De Val-de-Marne, 94. Très bien. Voilà. Vous avez entendu le bon plan de Fatah? Oui, j'ai entendu, et puis je n'aurai un petit bon plan à donner après ma remarque. Ma formidable. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit notre ami Fatah. Oui. Donc, à juste titre, donc, il encourage les commerces de proximité, mais comme il a dit notre ami Ismaël, votre invité, c'est pas toujours forcément évident d'aller acheter ces produits qui sont deux fois, voire 3 fois plus chers que dans les centres commerciaux. Et donc on voudrait tous encourager ces commerces de proximité parce qu'ils sont en perdition, parce que du coup on ne va pas forcément aller les voir parce qu'ils sont beaucoup plus chers. Donc du coup les gens vont forcément se rabattre vers des grands supermarchés qui sont un peu moins chers
que les petits commerces de proximité. Ouais. Donc ça, c'est une remarque que je voulais faire. Mais et après, ces petits commerces, forcément, ils sont obligés de vendre plus cher parce que leur charge est importante. Bien sûr. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Bien, Voilà. évidemment, évidemment. Ouais, ouais. Voilà. Alors, Et forcément, quand vous avez... Alors, je ne pense pas que notre ami Fatah gagne est au SMIC, vu sa profession. Mais voilà, il faut essayer aussi de se mettre à la place des gens. et vous faites quoi, vous, Leïla? Voilà. Vous faites quoi comme métier? Moi, je suis commercial. Commercial. Dans le gaz. Donc vous avez besoin de votre voiture pour vous déplacer, vous? Exactement. Et alors, c'est pas bien ce que je veux dire, mais je suis en titre ma libre, mais je suis en voiture. Ouais. Mais Non, mais ça représente combien concrètement d'augmentation, là, ce prix du carburant? Ça représente combien en plus chaque mois? là, clairement, j'avais pour habitude de faire un plein. Je payais mon plein entre 70 €. Là, il est passé à 95 €. Donc, ah ouais, ça fait une augmentation de 25 € si je ne compte bien. Si je compte bien. 25 25 € en plus. Voilà. C'est 25 € en moins sur le pouvoir d'achat. C'est 25 € qui vous permet peut-être d'emmener vos enfants sortir au cinéma ou voilà. Voilà. Bah oui. Ouais. Alors vous aviez un bon plan aussi, Leïla. On vous écoute. Alors moi, ce que j'encourage aussi, c'est aussi anti-gaspille. Donc ça c'est pas mal. Donc c'est dans l'alimentaire, se diriger vers les magasins, ce qu'on appelle discount. Alors c'est quoi les magasins discount? C'est les magasins qui vendent des produits qui sont qui sont à la limite de la date de péremption, mais qui sont très bons à la consommation, et qui sont 20, voire 30%, voire même des fois 40% moins chers que sur les grandes surfaces. Et puis, c'est bien, parce que c'est l'anti-gaspille. Et puis c'est écolo, et donc et c'est moins cher. Ça coûte moins cher au portefeuille. Donc moi, j'encourage, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Leïla, en tout cas. Et j'avais juste une dernière remarque. Oui, je t'en prie. Juste rapide, mais qui n'a rien à voir. Ouais. Je voulais juste rebondir sur ton tweet, parce que j'ai écouté ton émission hier. Ouais. Ton tweet s'est passé en fin d'émission. Ouais. J'ai juste envie de te dire bravo, parce qu'effectivement, c'est une très belle remarque. Je ne saurais même pas te dire comment s'appelle cette pauvre dame qui a été décapitée. Mais encore une fois, voilà, on stigmatise encore les musulmans, et cette dame qui a été décapitée par un non-musulman, donc là, on dit qu'il est malade, mais quand il s'agit d'un musulman, on parle de terrorisme. Donc voilà, et je voulais juste te dire, voilà, je m'étais fait la même réflexion hier dans ma voiture. Ah, bon là, je voulais appeler hier soir, mais j'avais pas le temps, c'était la fin de l'émission, donc voilà. Je voulais vraiment te dire bravo pour ton tweet. Merci, Leïla. Toujours retweeté. Et juste, dernière chose pour terminer, pour revenir à notre ami, c'est-à-dire ami, mais monsieur Zemmour, j'insiste sur monsieur Zemmour, effectivement, si on l'interroge sur la partie économie, je pense qu'il ne saura absolument rien dire. Il est largué, le pauvre. Ouais, il est largué. L'économie, ça lui parle pas, lui. Il est largué, et comme tu l'as si bien dit, c'est quelqu'un, quand un homme ou une femme rejette ses origines, il n'y a aucune valeur. C'est ça. Merci beaucoup, Leïla. À bientôt. Merci, à bientôt, Christophe. Au revoir. À bientôt. 01 40 33 9000. Ça fait plaisir, en tout cas. Le peuple, il est là, il s'investit, il s'interroge. Et Nadia est avec nous. Bonjour, Nadia. Bonjour. Bonjour, Nadia. On est où avec vous, Nadia? À Aubagne, à côté de Marseille. Aubagne, dans le sud de la France. Dans le sud de la France. Et je suis assureur. Alors, je peux rebondir sur le jeune homme. Ouais. On va vous pomper, là. On va vous pomper, Nadia. Non, pas du tout. Si on arrive à faire des prix, autant faire bénéficier les sociétaires. Il n'y a pas de souci. Sauf que, en déclarant trajet privé et pas trajet travail, si l'expert s'aperçoit qu'en fait il allait travailler, il risque une non garantie de son accident, s'il a un accident, sur le trajet du travail. Donc ça c'est important aussi de préciser. Malheureusement c'est vrai que ça coûte plus cher parce qu'on est susceptible de faire des accidents au niveau des trajets travail et tout ça. Ouais, donc c'est pour ça qu'on fait la différence entre trajet travail et trajet promenade. Ouais. Mais sur le coup là du bon plan de Fatah, à savoir demander le remboursement des 2 mois et demi de confinement là, ça marche? Alors à la Massif on fait pas. Moi je bosse à la Massif, je cache rien. Ils ont pas fait de remise, ils ont fait c'est pour ça que j'ai rien touché, moi je me suis fait barber en fait. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc à la Massif, on se fait barber quoi, en fait. Ouais, mais les prix sont tirés au plus bas. Donc bon, après à la rigueur, je vais dire, vous allez à la Matmut ou à MMA, voilà quoi, vous payez plus cher. Donc à côté, on essaie de tirer au minimum les prix. Je vais pas défendre la Massif à corps et âme, hein, pas du tout. Ouais, bien sûr. Mais on essaie de tirer au minimum. Et je voulais vraiment rebondir sur sa remarque
C'est vrai qu'il fait des économies s'il déclare que de la promenade, mais s'il lui arrive un accident sur le trajet du travail, il risque de perdre sa voiture. Si c'est corporel, il n'a pas d'indemnisation. Sa voiture n'est pas indemnisée non plus. Donc après, c'est qui tout double pour gagner 20 ou 30 euros à l'année. Pour gagner 20 ou 30 euros, des fois, voilà, effectivement. Bah, merci en tout cas de la précision, ma chère Nadia. Et c'est normal, et puis continuez parce que c'est super intéressant. Et puis voilà. Bonne merci beaucoup. À tous merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne soirée. À Aubagne. Il fait combien aujourd'hui là, à Aubagne? Là, j'ai 20 degrés pour l'instant. Bon, ça va, hein? C'est parfait, c'est nickel, on est bien là. Ils sont en short. Ah, ils sont en short, c'est formidable. Merci beaucoup, en tout cas, Nadia. À très Allez, bientôt. Bonne soirée, merci beaucoup. Hein. Au revoir. Myriam, les femmes s'investissent, c'est bien ça, elles prennent le pouvoir. Et on aimerait bien d'ailleurs que ça soit le cas un petit peu partout, parce que, vous savez d'ailleurs, entre parenthèses, c'est Tarek Mami, je crois, qui faisait la réflexion une fois, les pays qui sont dirigés par les femmes, ils sont pas nombreux, hein, mais ce sont les pays qui s'en sont le mieux sortis dans la gestion de la Covid-19. Eh ouais. Évidemment. Voilà. Les femmes, vous êtes extraordinaires. On vous aime pour ce que vous êtes. Ma chère Myriam, vous nous appelez d'où? De Poissy. De Poissy, d'accord. Alors, vous faites quoi dans la vie, Myriam? Tiens. Moi, je suis donc agent de maîtrise dans une société de transport très sécurisée. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc très sécurisé. C'est-à-dire que vous transportez quoi? Les hautes personnalités ou alors des biens de haute valeur. Ah, des biens de haute valeur. Par exemple, les ailes d'avion. J'ai vu ça la semaine dernière. Non, pas des ailes d'avion. Non, mais c'est impressionnant. Hein. J'ai vu ça, un cortège avec une aile d'avion sur un camion. Ah ouais, c'est impressionnant. Oui. C'est impressionnant. Hein. Ouais, absolument. Bon, alors Myriam, qu'est-ce qui se passe? Je voulais poser une petite question à Ismaël. Ah bah, il t'écoute. Le baril du pétrole, il n'est pas à un taux faramineux. Je crois qu'il doit être aux alentours de $84 en ce moment. Voilà, on l'a connu beaucoup plus haut. C'est vrai. Mais le gasoil n'était pas, ou l'essence n'était pas aussi haut à la pompe. Oui. Et les taxes étaient toujours là. Comment ça se fait que là, le baril n'est pas trop... Enfin, il est en bonne... Ouais, il est haut, mais pas encore très très haut, oui. Il n'est pas très très haut. Et à la pompe, l'essence, ça n'a jamais été aussi haut. Et pourtant, les taxes étaient toujours là. Donc, il y a un problème quelque part. Bonne remarque de Myriam. Ismaël, est-ce que tu as la réponse? Moi, je l'ai pas. Hein. On sait rien. Ismaël? Alors, j'ai pas entendu la remarque. Ah bah, comment ça, t'as pas entendu la remarque? Elle te disait qu'on a un coût du pétrole en ce moment qui est aux alentours de $84 et qui a été beaucoup plus haut dans le passé. Et pourtant, à l'époque où il était très haut, je crois qu'on a atteint les $130 ou 115, l'essence n'était pas aussi haut. Comment expliquer? Ouais, non, il y a une double explication possible. La première, je pense que des fois le prix du baril n'impacte pas directement le tarif à la pompe. Ça peut mettre un certain temps. Maintenant, après, c'est le jeu de l'offre et la demande. C'est-à-dire que là, on l'a vu pendant le Covid, ça a baissé drastiquement parce que justement, il y avait très très peu de demandes et qu'il fallait, il fallait liquider ce qu'on avait en stock. Mais maintenant, il y a aussi peut-être toute une série de taxes qui sont venus s'ajouter et qui aujourd'hui, surtout avec les ambitions écolo, on nous a parlé à un moment donné de taxes carbone, mais il y a des espèces de taxes carbone dissimulées. Et puis automatiquement, quand le prix du baril, bon là, ça n'explique pas par rapport à d'autres montants qu'on a pu avoir dans le passé, mais quand le prix du baril augmente, la TVA, enfin le poids de la TVA aussi augmente de fait, et ce qui fait qu'on a un prix à la pompe qui est aujourd'hui catastrophique. Mais je prends même au Luxembourg, il y a un an au Luxembourg, parce que bon, j'y passe toutes les semaines, j'ai cet avantage-là. Au Luxembourg, elle était à 1 euro le litre. C'était même à 99 centimes il y a de ça un an. Aujourd'hui, c'est passé à 1,37 début de semaine dernière. Fin de semaine, c'était à 1,39. Pour vous dire à quel point ça augmente vite, quoi. Ah ouais, c'est impressionnant. Donc d'accord, donc c'est en fin de compte une crise un peu, on va dire, un peu européenne, voire un peu peut-être mondiale. Ah ben complètement. Complètement. C'est ça que je voulais savoir. Est-ce que les prix à la pompe, ils augmentent un peu partout? Ou effectivement, nous, en France, on est un pays où il y a beaucoup de taxes, où les taxes sont fortes et hautes. Donc automatiquement, le prix il est encore plus haut que par rapport à nos voisins européens. C'est ça, vous avez tout compris. Mais franchement, on s'en sort bien. Donc, moi, en fait, si vous le savez pas, je travaille à Bruxelles, en Belgique, mais j'habite dans le Doubs, dans l'est de la France. Donc, chaque semaine, je fais le passage, que ce soit par la Suisse, par l'Allemagne, par le Luxembourg, par la Belgique. Ouais. Ça m'arrive d'aller aux Pays-Bas. Chez nos voisins des Pays-Bas, le prix du litre est à 2 euros. Chez les Belges, il est quasiment identique à ce qu'on a en France, 1,55 par là.
En France, dans l'Est, en tous les cas, on est entre 1,54 et 1,56 par là. Et puis ensuite, on a en Allemagne. Avant, il faut savoir que les frontaliers allaient en Allemagne récupérer leur essence, sauf que là-bas, on est à 1,62, 1,64. Ouais. Et donc maintenant, ce sont les Allemands qui viennent chez nous. Donc pour vous dire que voilà, il y a vraiment une crise au niveau mondial concernant le prix du carburant, le prix des énergies. Et d'ailleurs, au niveau de la Commission européenne, et ça c'est un peu plus mon domaine puisque j'y travaille, c'est une vraie préoccupation. Je travaille en plus dans la DG qui s'occupe de l'énergie. On est en plein dedans. Et là, je peux vous dire, sans rentrer dans le détail du dossier, parce que j'ai pas le droit de le faire. Oui, il est dans la DG. Il y a vraiment des réunions de crise là-dessus. Ouais. Bon, bah merci beaucoup. Il y a vraiment des réunions de crise sur le coût du carburant, quoi. Absolument. Donc voilà. c'est mondial. Moi, je veux dire que effectivement, je suis tout à fait d'accord de mettre simplement du scotch avec un chèque à 400 euros pour les plus démunis, parce que c'est ce qui va se passer. Il n'empêche que moi, je vais être obligé de réduire quelque chose parce que j'ai besoin de ma voiture pour aller travailler. Donc voilà, je pense que je suis pas la seule, et ça a automatiquement un impact. Ouais, voilà. Forcément. En tout cas, je vous remercie pour tout. Blablacar, continuez. Blablacar. Oui, Myriam. J'attends toujours mon maillot de rugby. Hein. Alors écoute, tu sais quoi, demain, il y a Nasser Lajeli qui vient, c'est lui qui doit me les ramener. Voilà. Cool. Voilà, ok. Et s'il les a pas ramenés demain, on l'engueule ensemble, Myriam. Ok. Et on l'engueule ensemble. D'accord. Y a pas de problème. Je t'embrasse, ma Myriam. À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup, vous êtes formidable. C'est voilà, c'est formidable, mon Ismaël. Écoutez le peuple s'exprimer sur France Maghreb 2. Du coup, mon pass sanitaire là, il passe un petit peu, finalement, il correspond bien avec notre question qu'on souhaitait poser. Est-ce qu'il est encore légitime ce pass sanitaire, mon cher Ismaël? Pour répondre rapidement à cette question, le pass sanitaire, alors que on entame aujourd'hui les discussions autour de sa prolongation jusque l'été prochain. C'est ce que voudrait le gouvernement. Ouais, non, c'est catastrophique. Et puis il y a même des stratégies européennes que moi je comprends absolument pas. On prend la Belgique, ils ont décidé de mettre le pass sanitaire depuis une semaine, donc ils l'ont mis le week-end dernier, sauf en terrasse. Mais je veux dire, on est à un moment donné de l'épidémie où effectivement. De quoi? On va installer le pass sanitaire en Belgique. Exactement. Tu le fais presque aussi bien que. Presque. Mais non, franchement, c'est un non-sens. Il y a effectivement un taux d'incidence qui est légèrement en hausse. Tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui dans la communauté scientifique que les épidémies durent 3 ans. Ouais. On arrive au bout. Donc concrètement, pour moi, c'est un non-sens. Et pire que ça, pareil, je vois un truc qui est catastrophique. Là, depuis que les gamins sont obligés d'avoir le pass sanitaire, une fois encore, ça en pénalise certains. C'est-à-dire que, pas plus tard qu'hier, j'étais encore dans un espèce de club ado où les gamins venaient pour faire des inscriptions pour un séjour qui aura lieu durant les vacances. Et il y a l'animateur, le directeur du service jeunesse, qui a refusé certains jeunes en leur disant voilà, non, là, c'est pas possible. Parce que justement, tu n'as pas le pass sanitaire. Il y a des parents qui ont cédé à la pression gouvernementale, qui ont décidé d'aller se faire vacciner. Parce qu'il y avait cette pression sur le travail, sur les lieux de culture et compagnie. Et pour continuer à faire sortir les enfants, ils l'ont fait. Là, on leur demande de vacciner leurs enfants. Donc, en tant que parent, se faire injecter un produit pour lequel on n'a pas forcément de confiance, bon, c'est un cap à passer, mais de là à se dire je vais aller vacciner mes gosses, déjà que moi j'ai pas confiance dans le produit, là on parle potentiellement de la santé de tes gosses, et ça en freine pas mal, qui décident de ne pas faire vacciner leurs gosses. Ce qui fait que même moi, dans les événements que j'organise aujourd'hui, on m'appelle, on me dit voilà, je veux réserver, mais est-ce que le pass sanitaire pour mes enfants est obligatoire? On est obligé de dire oui, parce que sinon on a des amendes. Donc je veux dire, c'est dégueulasse, et une fois encore, c'est dégueulasse. Exactement. Ali est avec nous pour terminer. Ali, bonsoir. Alors, bonsoir. Bonsoir, Ali. Si vous permettez, moi, j'ai juste vous dire que c'est pas le problème sur le prix du gasoil. Ouais. En fait, le problème, il est sur les électeurs. Sur les électeurs, en fait, on vote pour des gens. En fait, on est comme des moutons. Attention aux loups, et c'est nos propres bergers qui vont nous ramener à l'abattoir. Ouais. Donc, là, il faudrait trouver une solution. Comment voter pour, surtout au Parlement, des lois qui se font passer le soir, imaginez, avec 4, bon, j'exagère, mais avec une dizaine de personnes, tout le monde va dire. On est comment. Oui. Oui, on est en train de te perdre, Ali. On a bien compris, en tout cas, le problème, c'est chez les électeurs, et on a finalement le personnel politique qu'on mérite, si je te suis bien, mon Ali, c'est ça.
Bah, je vois pas quelqu'un qui mérite à gérer toute une nation. Hein. Parce que déjà, ici en France, on est gangréné par des lobbies sur tous les côtés. Merci mon Ali, en tout cas, allez dans un instant les enfants, ce soir c'est le... Paris Saint-Germain, la Ligue des Champions ce soir. DJ Nabil va nous rejoindre, on va en parler dans un instant et faire nos pronostics. 01 40 33 9000, à tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec le foot maintenant et évidemment ce soir. Eh ouais. Et Nabil qui est avec nous. Salut mon Nabil. Tu vas au Parc des Princes toi hein? Bah écoute, on m'a invité, ça n'était pas prévu. Je remercie la personne de renom qui m'a invité, si gentiment, qui a insisté. Ouais, de renom, je ne citerai pas de nom. Qui a gentiment insisté. Et, pourquoi on m'invite pas moi? Je sais pas. Et en plus, je suis en VIP, donc... Quoi? Dans un local, apparemment, il y a nourriture, il y a tout ce qu'il faut. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Merci. Vous êtes des escrocs, les DJ. Ouais, bah écoute, j'y peux rien. C'était pas prévu du tout. Ouais. Je pouvais pas ne pas refuser. Nasser El Khalifi, je m'adresse à toi, Nasser. Je suis un fervent supporter du PSG depuis de nombreuses années. C'est vrai. Et j'ai été dans la boutique de l'OM crier Allez Paris. Je l'ai fait. Rien que pour ça, tu devrais m'offrir au moins plus de 2 ans de gratuité au PSG. Voilà. Je vais transmettre le message si je le crois, je te promets. Ah non, mais Nasser, franchement. On peut l'inviter si j'arrive à te faire un petit. Non, mais sincèrement, moi j'ai un coup de gueule à passer, franchement, contre les propriétaires du PSG. Depuis que Qatar a repris le parc, c'est devenu vraiment n'importe quoi. C'est devenu bobo. Les prix des places, c'est du grand n'importe quoi. Les prix des places, c'est pas moins de 100 € ce soir. Enfin, vraiment, faut arrêter, quoi. Je veux dire, c'est absolument scandaleux. Alors, il y a pas mal d'absences dans ce match ce soir important pour le PSG, qui doit absolument gagner, hein, d'ailleurs, ce soir. Oui, il y a pas mal d'absences, apparemment. Donc, il y a Angel Di Maria qui est suspendu par rapport au carton, etc. Il y a Neymar qui est touché aux adducteurs. Ouais. Donc, voilà. Et puis, bien évidemment, le feuilleton de notre cher Icardi. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Icardi, là? Écoute, alors, d'après un résumé de ce que j'ai pu voir, entendre, etc., il paraît qu'il a fait une petite tromperie par rapport à sa femme et que sa femme a pu découvert et a transmis ça via les réseaux sociaux qui malheureusement a fait... Voilà, toujours une histoire de femme derrière. Compris. Hein. Donc du coup il n'a pas été aux 2 entraînements, il a été convoqué tout à l'heure, ça devait être... voilà. Mais aux dernières nouvelles, voilà, trop affecté donc par ses problèmes privés. Voilà. Pas de Neymar. C'est ça. Et pas de Di Maria. Voilà. Donc il devrait aligner qui en attaque? Draxler, Messi, Mbappé. Draxler, Messi, Mbappé, voilà. D'accord, très bien. Donc, bon, tu le sens comment ce soir? Bah écoute, je pense que le fait de recevoir, c'est un point positif. Et puis il faut savoir aussi que j'ai pas les noms des 2 joueurs importants aussi apparemment du côté de Leipzig qui sont absents. Ouais, ils sont absents. Ouais. Voilà, donc je dirais une petite victoire de Paris si tout va bien. Si voilà, je m'étais dit le fait de jouer au parc et devant les supporters, il y a rien de mieux. Donc voilà quoi. Bon, Ismaël, le foot, toi, ça te parle ou pas du tout? Alors là, pas du tout, tu vois, ça pour moi c'est du chinois. C'est du chinois, très bien. Mais Jed, est-ce que ça te parle de foot PSG ce soir? Ça parle pas, je m'en fous. Ouais, d'accord, ok, il s'en fout complètement lui. Mais Jed, c'est quoi qui t'intéresse pour Medjed? Medjed, viens. Viens, approche-toi. Medjed, viens, approche-toi, dis bonjour aux auditeurs. C'est open bar, vas-y Medjed. Bah oui. Il y a Ismaël, qu'est-ce qu'il y a Medjed? Qu'est-ce qui m'intéresse? Salut, c'est pas le foot. C'est quoi? Non, ça se dit pas. Ça se dit pas à l'antenne. Ah bon? Ces mecs sont dangereux. Mais non, c'est la nourriture, c'est ce qu'il voulait dire. Mais bon, ouais, c'est ça. Ouais. Si. Lui, il est un peu concerné par Icardi, lui. Ah Sans commentaire. Il sait même pas qui c'est en plus. Ouais, tu sais qui c'est Icardi, Medjed? T'as suivi le feuilleton Icardi? Hein? Il s'est trompé de femme. Voilà. Ouais, voilà. J'ai entendu ça, oui. Voilà, c'est un problème pour lui, du coup il joue pas ce soir. C'est fait dans les réseaux, voilà. C'est ça. Et pourtant Medjed n'est pas très réseaux sociaux, on peut le dire. Ouais, puis ça se fait vraiment pas ce qu'ils ont fait. Ouais, par contre, ce qui se fait pas, c'est de parler loin du micro, Medjed, quand on fait de la radio. Ah oui, je suis dégoûté. Quand tu fais tes jeux si pas bien, là, tu parles près du micro, là. Hein? Ah ouais. Ça tire. Bon, je dirais peut-être 2-0 moi pour le PSG, je pense. Je suis pas sûr, mais. Bon, eh bien, rendez-vous demain, les amis, pour d'autres aventures. Demain, on sera avec Nasser Lajili et avec Philippe Bourriaki,
qui sera avec nous demain entre 16h et 18h. Merci beaucoup, mon Ismaël. Demain, tu seras là. Il y a une surprise demain dans les studios de France Maghreb 2. Ah ouais? Parce que, comme c'est un jour sacré pour moi, j'emmène le gâteau et tout. Ah ouais, quoi? Ah oui. Ah, c'est son anniversaire demain. J'emmène tout, moi, demain. Tu crois qu'on va pas faire la fête? Ah oui, bon, très bien. Bon, demain, raison de plus pour que je sois là demain. Voilà. Donc, tu sais avec Nasser Yalté. Oh là là. On demande à Philippe qui emmène les boissons. Ça vaut le coup de prendre le train à venir à Paris, hein, franchement. Ouais. Voilà, mais Jed, tu seras là, j'espère. J'avoue, ça me tente. Bon, en tout cas, Ismaël, je t'embrasse. Ça fait une superbe émission. Les auditeurs ont été parfaits. Voilà, merci beaucoup. À la prochaine, avec grand plaisir. Et rendez-vous demain, les amis, 16h. Ciao tout le monde. Et allez, Paris pour ce soir. Parce qu'ici, c'est. Sans commentaire. Paris. Tu sais qu'on a le numéro 1 à Marseille, donc voilà, rien que pour les auditeurs et auditrices de Marseille.